Bonjour à tous, bienvenue sur un News Sécurité pour une nouvelle émission Security Book. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique européenne de sécurité intérieure. Un nouveau livre, un livre qui est sorti en 2025, écrit par Jean Maffard. Bonjour, Bonjour. Monsieur le préfet. Alors, vous avez écrit ce livre en 2025, un livre qui a été préfacé par Gilles de Kerchove. Je rappelle, Gilles de Kerchove, ancien coordonnateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, et avec un avant-propos de Catherine de Bollin, donc, qui est directrice exécutive de l'agence Europol. Donc, oui, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance, c'est ce que j'allais dire. Une belle préface et également un très bon avant-propos par cette directrice de l'agence Europol. Alors, comme je le disais, vous êtes préfet, spécialiste des questions à la fois de sécurité, mais également de justice, d'affaires européennes et internationales. Vous êtes également spécialiste de la gestion de crise, de la conduite de changement et de négociation. Vous êtes haut fonctionnaire, ce depuis 23 ans. Dans Pardon ? Déjà, voilà, les années passent vite, mais ce qui signifie que vous avez une très très belle expérience et vous avez donc exercé des responsabilités de très haut niveau au sein des différents ministères, aussi bien le ministère de l'Intérieur que de la Défense, mais aussi de l'Union européenne, d'où ce livre et d'où votre expertise dans ce domaine. Et vous êtes aujourd'hui directeur du Centre interministériel de crise auprès du Premier ministre pour la Nouvelle-Calédonie et Mayotte. c'est ça. Voilà, je résumais très brièvement votre parcours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, monsieur le préfet, mais nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces points prochainement. Ce qui nous importe aujourd'hui pour cette émission Security Book, c'est justement pourquoi vous avez écrit ce livre, cet ouvrage, où vous analysez comment l'Europe, finalement, est passée d'une logique nationale dans les différents pays qui la composent à une action collective, puisque, en effet, on a tendance à croire que la sécurité intérieure n'est une affaire finalement que d'État au niveau de chaque nation. Et finalement, on va se rendre compte que l'Union européenne aujourd'hui a une importance capitale au niveau de cette sécurité intérieure. Alors, avant toute chose, peut-être revenons-nous justement sur l'histoire et l'histoire de la politique et comment cette Union européenne est entrée petit à petit dans la sécurité intérieure. Oui, alors moi, ce qui m'a frappé quand j'ai entrepris d'écrire ce livre, et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est qu'on a affaire désormais à une des grandes politiques de l'Union européenne, mais que personne ne connaît. Oui. Et c'est très frappant de voir qu'il n'y a quasiment aucun livre et même quasiment aucun article sur la sécurité intérieure en tant que grande politique européenne. Donc, je me suis dit que c'était un manque à combler et j'ai d'autant moins de mérite que je n'avais pas de concurrence. Alors, au départ, cette politique, elle est née principalement de la libre circulation. Oui. Comme vous le savez, dans les années 80-90, on a mis en place progressivement la libre circulation des citoyens, on a levé les contrôles aux frontières intérieures. C'est l'époque aussi où on a mis en place Schengen. Oui. Et l'idée majeure des concepteurs de cette libre circulation dès les années 80, c'était qu'il fallait en compenser les effets par une politique commune des frontières et une politique commune de sécurité. C'est très simple à comprendre. À partir du moment où on peut circuler librement d'un État membre à l'autre, ça veut dire que les délinquants aussi et les organisations criminelles aussi. Et donc, par exemple, dans les conclusions du Conseil européen de cette époque, on voit très souvent cette préoccupation de compenser les effets de la libre circulation en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, etc., par ces deux éléments que sont une politique commune à la frontière extérieure de l'Union européenne et une politique commune de sécurité. Est-ce qu'on avait discerné dès le départ qu'en mettant en place cette libre circulation, ce libre-échange, ça allait entraîner des enjeux majeurs ? Oui. C'est vraiment pour ça qu'au départ, la politique européenne de sécurité intérieure est née. Et quand je dis politique européenne de sécurité intérieure, vous l'avez compris, j'y inclus
la politique commune des frontières. C'est à partir de ces accords de Schengen, en fait, qu'on s'est doté de règles communes de contrôle de la frontière extérieure, parce que le grand changement, c'est que désormais, chaque État membre qui a une frontière extérieure contrôle pour le compte de l'ensemble de l'Union européenne. Donc, d'une certaine manière, il est redevable auprès des autres États membres des diligences qu'il accomplit pour le contrôle de la frontière et pour la sécurité. Et tant et si bien que, petit à petit, cette politique s'est développée. Au bout d'un moment, elle s'est un petit peu émancipée de la finalité initiale. Mais aujourd'hui, c'est devenu, comme je le disais tout à l'heure, une politique vraiment essentielle. Juste un exemple. Le budget de l'agence Europol pour 2025, c'était 246 millions, contre 59 millions en 2004. Donc c'est un quadruplement en 20 ans, en gros. Et le budget de l'agence Frontex dépasse aujourd'hui 1 milliard d'euros. Effectivement. Peut-on parler d'une vraie politique commune aujourd'hui ? Alors, à juste titre, vous rappeliez que, évidemment, la part des États dans cette politique reste essentielle. Ce n'est pas comme la politique commerciale, par exemple, qui a été déléguée à l'Union européenne. La politique de sécurité intérieure, c'est vraiment une politique avec des acteurs multiples et essentiellement une politique qui se partage entre l'Union européenne et ses États membres. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est justement de bien organiser cette complémentarité. C'est ça. Parce que l'Union a pris une place aujourd'hui essentielle. J'ai donné quelques chiffres sur les budgets des agences, mais juste un autre exemple, un autre chiffre qui me paraît frappant, c'est qu'il y a 10 à 15 000 mandats d'arrêt européens par an aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est invisible pour les citoyens. Mais qui a un effet, enfin comment dire, une dimension opérationnelle essentielle. Et tout cela, eh bien, il faut l'organiser de manière aussi harmonieuse que possible par une bonne répartition entre l'Union et ses États membres, non sans tension parfois. Exactement. Alors justement, j'allais y venir. On voit qu'il y a cette mise en place de politiques communes, mais qu'en est-il de la souveraineté au sein de chaque État ? Ont-ils perdu quelque part une certaine forme de souveraineté ? Alors, quand on parle d'abandon de souveraineté, il y a une part de vrai, et j'en parle longuement dans mon livre, mais il faut bien mettre les choses au point. C'est-à-dire que le projet européen, ce n'est pas un projet d'abandon de souveraineté, c'est un projet d'exercice de compétences en commun. On le fait en matière agricole, en matière commerciale, on le fait aussi en matière de sécurité intérieure. Et ce qui est frappant, c'est qu'on parle même aujourd'hui d'une politique européenne de défense, le domaine régalien par excellence. Donc, cette complémentarité que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il faut l'organiser au mieux. Parfois, je le disais, il y a des tensions, et c'est la raison pour laquelle, enfin, un des signes, c'est que, par exemple, la jurisprudence des cours européennes, la Cour de justice de l'Union européenne d'une part, la Cour européenne des droits de l'homme, d'autre part, est souvent vécue comme, effectivement, une atteinte à la souveraineté des États. Je pense que dans bien des cas, c'est un malentendu qu'il faut lever. Dans d'autres cas, il faut peut-être que les juridictions européennes acceptent un peu plus de modération. Et là, je fais référence principalement à un sujet qui est peu connu, mais qui est vraiment essentiel pour l'action des justices et des services de police de l'Union européenne, c'est la question de l'accès aux données numériques. Sujet sur lequel on a une jurisprudence européenne qui est extrêmement restrictive, mais qui a commencé à s'assouplir. Oui, alors est-ce que justement, vous le signifiez à plusieurs reprises, et on le voit dans votre livre, il y a cette inquiétude quelque part. Est-ce qu'on peut dire que, d'une part, cette politique influence sur les lois nationales, jusqu'à quel point, et puis l'Union européenne va-t-elle jusqu'à imposer des normes ? Alors, encore une fois, le projet européen, c'est un projet qui consiste à exercer en commun certaines compétences. Donc oui, bien sûr, il y a des textes, des règlements qui s'appliquent directement, mais ces règlements, je ne veux pas faire d'angélisme, je ne veux pas paraître candide, mais ces règlements, ils sont l'expression d'une volonté politique commune. Par exemple, en 2017, alors ça, c'est pas un règlement, c'est une directive, mais en 2017, on a adopté une directive sur le terrorisme, directive par laquelle les États membres s'engagent, sont tenus d'appliquer un minimum de normes communes sur la répression de certaines infractions terroristes. C'est pour le bénéfice de tout l'espace de libre circulation. Et justement, une fois encore, on voit bien le lien avec la libre circulation. C'est-à-dire que à l'époque, à un moment où les terroristes, comme d'autres criminels, peuvent se déplacer librement, on ne peut pas imaginer que dans certains États membres, certaines infractions terroristes
soit faiblement réprimé ou même n'existe pas dans le code pénal, et parce que ça pourrait du coup servir de refuge judiciaire. Donc je crois qu'il faut bien voir tout ce que cela nous apporte. À partir du moment où on a décidé d'un espace de libre circulation et chacun en mesure les avantages, eh bien oui, il faut se doter d'un certain nombre de règles communes. Après, il y a d'autres normes européennes, sans trop développer, qui sont liées davantage au principe de reconnaissance mutuelle, parce que ça, c'est un vecteur essentiel de coopération, c'est la reconnaissance mutuelle en matière pénale. Je citais tout à l'heure le mandat d'arrêt européen, c'est extrêmement positif. Si un juge français émet un mandat d'arrêt européen contre un suspect qui se trouve je ne sais où, ben on va dire en Bulgarie, non, c'était en Roumanie. On pense à l'épisode de ce terroriste, de ce criminel, Mohamed Amra, qui s'était évadé de prison. Eh bien, le mandat d'arrêt émis contre lui est directement exécutoire, a été exécuté par la police roumaine. Eh bien, si on veut que cette reconnaissance mutuelle fonctionne, il faut bien qu'on ait aussi un cadre commun en matière pénale, y compris en matière de règles de procédure pénale, droit de la défense, etc. Donc on le voit, cette montée en puissance de la politique de sécurité intérieure au niveau de l'Union européenne, qui va orienter certaines politiques, on peut le dire, sans se substituer quelque part aux États. Est-ce que le citoyen aujourd'hui s'en rend compte? Quelles peuvent être les réactions? Alors le citoyen ne s'en rend pas compte pour l'essentiel, et c'est un des drames de l'Europe en général, mais peut-être encore plus en matière de sécurité, puisque c'est une politique, je le disais, qui reste très mal connue. Ouais. Mais pour autant, c'est une politique qui a des effets directs sur la vie quotidienne des citoyens. Le mandat d'arrêt européen, c'est très concret. Les règles communes en matière de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les stupéfiants, c'est très concret aussi. L'apport d'Europol, dont le budget est devenu si important, est aussi très concret. C'est des moyens d'analyse de données, par exemple, qui sont mis à la disposition des services enquêteurs des États membres. Donc un des enjeux aujourd'hui, c'est certainement de mieux faire connaître cette politique, avec, je crois, un point de fixation, qui est la sécurité de la frontière extérieure. On voit bien que c'est un sujet de plus en plus sensible. Il y a eu, au cours de l'année dernière, plusieurs affaires en France et en Allemagne qui mettaient en cause des étrangers qui étaient en situation irrégulière au sein de l'Union européenne. Donc le citoyen, souvent, se demande pourquoi ils sont encore dans l'Union européenne et est-ce que notre frontière extérieure est suffisamment bien gardée? Réponse: on a fait beaucoup de progrès, mais il reste du boulot. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous avez cité Europol. Dans le chapitre 3 de votre ouvrage, vous parlez des acteurs de la sécurité européenne. Alors, il y en a plusieurs. Il y a Europol, mais Eurojust, Frontex, le CEPOL, il y en a beaucoup. Parmi tous ces acteurs, qui décide réellement ? Alors, l'action des agences, d'abord, est encadrée par ce qu'on appelle un mandat, c'est-à-dire le règlement constitutif de l'agence, qui définit précisément leur mission. Et puis, ces agences ont des conseils d'administration où siègent les États membres, qui donc peuvent contrôler et orienter l'action de ces agences. Mais au fond, je crois que l'essentiel est une question de bonne complémentarité. Ce qui a été décisif, par exemple, dans la montée en puissance d'Europol en matière de terrorisme, c'est les enquêtes sur les attentats terroristes en France en 2015-2016. Là, pour la première fois, on a mis en place des équipes communes où les gens ont pris l'habitude de travailler ensemble. Et ça a été une étape majeure dans l'affirmation du rôle d'Europol. Je crois que c'est essentiellement comme cela que les choses doivent se faire, c'est par une bonne complémentarité entre les acteurs. Complémentarité, vous avez raison. Je reviens sur une Europol. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est une super police ? Alors, certaines voix s'expriment de temps en temps pour faire d'Europol un FBI européen. C'est une formule qui revient souvent. C'est une formule que je trouve assez malheureuse parce qu'en réalité, on n'est pas aux États-Unis, notre système n'est pas du tout le même. Et en tout état de cause, ça c'est vraiment important, je crois que les agences européennes, elles sont là pour... leur modèle, c'est de renforcer les États membres, de leur prêter assistance. Il n'a jamais été question jusqu'à présent qu'Europol puisse ouvrir une enquête toute seule et puis venir faire des investigations dans un État membre. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas le modèle C'est complémentaire. C'est une complémentarité et un accompagnement, une aide
finalement aux différents services internes. Dans votre chapitre 4, je suis désolée, je suis obligée d'aller très vite, vous évoquez les grandes menaces et les priorités. Vous parlez du terrorisme, bien évidemment, de la criminalité organisée, de la cybercriminalité, du trafic de migrants, vous en avez parlé tout à l'heure, et puis de la radicalisation. Oui. Selon vous, quelle est la principale menace aujourd'hui ? Il faudrait en citer plusieurs. La menace terroriste reste très élevée. Et dans ce domaine, là encore, la complémentarité est essentielle parce que, précision importante, dans la construction institutionnelle actuelle, il est admis que le renseignement reste la compétence des États membres. Mais tout ceci doit se faire, évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir d'angle mort. Donc il faut qu'il y ait une très bonne chaîne, une très bonne continuité entre les États membres, avec leurs services de renseignement, leurs services de police, les agences et puis bien sûr d'autres acteurs comme la Commission, etc. Bon. Donc ça, c'est un aspect qui reste essentiel. La criminalité organisée, c'est évident aussi parce que c'est une criminalité qui devient de plus en plus professionnelle, technologique. Après tout, tout le monde utilise de plus en plus les technologies numériques. Malheureusement, il n'y a pas de raison pour que les organisations criminelles ne le fassent pas. Et donc, ça suppose des moyens de captation de données, d'analyse de données de plus en plus avancés. Et là, Europol peut vraiment être extrêmement utile. Et puis, il y a un nouveau défi qui est... c'est le thème des menaces hybrides. Et on assiste à la frontière tend à s'effacer aujourd'hui entre la politique de sécurité intérieure et les menaces extérieures. Parce que les menaces hybrides, c'est-à-dire qui sont conçues et mises en œuvre depuis l'étranger, nous frappent directement au cœur de l'Union européenne. Et puis, pour le coup, il n'y a pas de frontière, là, vraiment pas aucune frontière. Et justement, vous en parlez, donc tout ce qui est cybercriminalité, est-ce que l'Europe est prête aujourd'hui face à ces nouvelles menaces, et hybrides notamment ? Alors, on n'est jamais complètement prêt, mais beaucoup de chemin a été fait. Beaucoup de chemin a été fait en France, mais c'est le cas aussi au niveau de l'Union européenne. Il y a actuellement en discussion des mesures nouvelles qui vont être prises en matière de préparation de l'Union européenne face aux crises de toute nature et face aux menaces hybrides. Mais juste un ou deux exemples, l'Union européenne s'est dotée de vraies capacités en matière de cybercriminalité. C'est un effort qui doit se poursuivre. Et là, encore une fois, la politique de sécurité intérieure est consacrée au premier chef, parce que les menaces hybrides nous frappent au sein du territoire. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on relève une convergence croissante entre les acteurs de la menace hybride et la criminalité organisée. Parce que de plus en plus, ils travaillent ensemble. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai quand même envie de vous poser une question. Vous le dites, l'Europe est en train de se préparer à ces nouvelles menaces, il travaille. On a vu cet accompagnement auprès des différentes nations, des différents États membres. Jusqu'où peut aller l'Europe demain ? Est-ce qu'elle aura de plus en plus de pouvoir ? C'est une des grandes questions. Aujourd'hui, on voit bien qu'on assiste à une remise en cause de l'idée européenne dans un grand nombre d'États membres. Donc, on pourrait assister dans les années qui viennent à un certain repli sur la sphère nationale. Moi, j'espère qu'au contraire, on se dirigera vers un renforcement des politiques européennes, mais sans jamais transiger sur les compétences des États membres. Ce sont les États membres qui restent compétents, ce sont les traités européens qui le disent en matière de sécurité nationale. Donc encore une fois, cette idée de complémentarité entre l'échelon national et l'échelon européen est essentielle. Merci beaucoup. Pour conclure, Monsieur le Préfet, peut-être revenir sur 3 défis majeurs qui vous semblent essentiels aujourd'hui. Oui, s'il fallait récapituler, moi je dirais qu'aujourd'hui, cette grande politique européenne a en effet 3 défis à relever. Le premier, c'est finir l'œuvre entreprise dans les années 80-90 pour s'adapter à la libre circulation. Dans certains domaines, on est allé plus vite en matière de libre circulation qu'en matière de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle tout le mouvement de ces dernières années de renforcement de la frontière extérieure doit se poursuivre. Et c'est la raison pour laquelle le pacte européen sur les migrations et l'asile adopté en 2024 et qui entre en vigueur à partir de cette année est essentiel. Parce qu'entre autres, on va renforcer la frontière extérieure.
Deuxième sujet, j'en parlais rapidement tout à l'heure, c'est l'accès aux données numériques. Oui. Ça, c'est un aspect essentiel de l'activité des enquêteurs. Et il faut qu'ils aient les outils technologiques, mais aussi juridiques, pour pouvoir traiter de la donnée. Et troisième aspect, je viens d'en parler, ce sont les menaces hybrides. Ces menaces hybrides, elles obligent les acteurs de la sécurité intérieure à à travailler en coopération avec les acteurs de la sécurité extérieure, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il va falloir, encore mieux qu'avant, organiser une continuité entre la politique de sécurité intérieure et la sécurité extérieure, tout simplement. Très bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Préfet, d'être venu présenter ce livre. Je rappelle, La politique européenne de sécurité intérieure, un livre à lire à tout prix, qui nous explique beaucoup de choses, qui revient un petit peu sur la genèse, comment ça s'est préparé, jusqu'où on est, et un petit peu la prospective, jusqu'où on peut aller demain. Merci beaucoup d'être venu sur Anews Sécurité. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Anews Sécurité, et à très bientôt pour une nouvelle émission.